Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Ce matin, j'ai la chance d'aller rencontrer un poète des temps modernes et je vais à la rencontre de Lomé. Salut Lomé. Salut Sébastien. Bon, ça fait un petit moment qu'on se court après, mais là c'était l'occasion. Je suis très très content de t'avoir sur le podcast et je Moi sais aussi. que tu vas nous parler de mental et du coup de rap poétique, doux, puissant. On va se régaler tout au long de cette interview. Eh ben écoute, le plaisir est pour moi et puis j'espère qu'on va prendre du plaisir à parler de notre mental. Bah écoute, c'est parti. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu avant qu'on fasse ton portrait chinois? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Lomé, je suis rappeur et slammer. Je vis dans la région de Poitiers. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La musique a guidé une bonne partie de ma vie, mais ce qui a été le cœur de mon chemin de vie, ça reste l'écriture. Aujourd'hui, j'interprète ces textes avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement, beaucoup d'endurance, parce que la musique c'est un sport de combat. Et donc, je suis à un âge où je pense que je dois beaucoup à mon mental, en fait, à cette endurance mentale dont j'ai fait preuve, et puis aussi à l'humilité qui a nourri cette endurance-là et m'a permis de pas forcément craquer ou de pas abandonner. Ok, Voilà celui que je endurance suis. mentale, ça me parle tout ça. Alors on va attaquer tout de suite par ton portrait chinois et après on reviendra un petit peu sur ton parcours. Alors, portrait chinois, quelques questions et à chaque fois tu essayes de justifier à minima ta réponse. Si tu devais être une couleur, Lomé, quelle couleur serais-tu? Je pense que je serais le bleu. Euh, j'ai le droit à plusieurs réponses parce que je pense au bleu et je pense au noir. Alors le bleu parce que c'est à la fois ce qu'on peut apprécier du ciel et ce qu'on peut apprécier de l'océan, de la mer. Et donc une part du céleste et une part de liquide. C'est quelque chose dans lequel je me retrouve et qui me fait vraiment profondément vibrer. Donc ce serait le bleu du ciel qui se reflète sur la surface de l'océan. Et le noir, c'est parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ma tenue de scène est noire et parce que la couleur noire, la peau ébène, c'est une couleur que, je sais pas, pour moi, qui réunit tout, en fait. Qui unit tout. Ok, j'aime bien ces deux couleurs aussi, le bleu de la mer et le noir pour sa sobriété. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? J'en ai deux, mais je te dirais les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Parce que c'est un livre de base sur le développement personnel et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé, beaucoup plu, qui m'a donné beaucoup de clés.
et Le Prophète de Khalil Gibran. Il est très riche d'enseignements et de poésie. Et l'auteur l'auteur fait dire à son personnage qu'il va quitter une ville dans laquelle il a vécu pour partir. Et, et les villageois se sont réunis autour de lui, et avant qu'il parte, comme c'est un sage, il lui pose plein de questions pour avoir des réponses avant qu'il s'en aille. Et tout ce qu'il y a dans ce livre-là, c'est plein d'enseignements, c'est super beau. Et ce sont deux livres qui m'ont plu. On ira les lire. Les accords Toltec, je connais. Le deuxième, je le connais pas. J'irai le parcourir et le lire. Un moment de la journée que tu préfères? L'aube, avant l'arrivée du jour, donc entre 4h30 et 6h du matin. Parce que c'est le moment où j'écris, le moment où tout est calme, dans la maison, hors de la maison, et je vois le jour venir. Si tu devais être une qualité, Lomé, quelle qualité serais-tu? La persévérance. Parce que je pense que j'ai toujours fait preuve de persévérance dans ma vie. Dans ma vie. Si tu étais un animal? Je me suis souvent posé la question de si j'étais un animal, mais j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te dirais l'humain. Ok, ça me va. Ça me va bien. Allez, encore quelques petites questions et après on va parler de ton parcours. Si tu devais choisir un mot, quel mot choisirais-tu? Existence. Parce que c'est pour moi un mot sac. C'est-à-dire c'est un mot dans lequel on peut mettre d'autres mots. Qu'est-ce que c'est que l'existence? Plein de manières d'exister. Donc c'est ce mot-là. C'est un mot que j'aime bien. Existe. Si tu devais choisir un instrument de musique, lequel serais-tu? Le doudouk. C'est une sorte de flûte persane qui a un son super doux, super profond, un son qui fait voyager, qui est plein de... Je dirais que si le vent avait une note, elle viendrait du doudouk. Allez, ma petite dernière. Si tu devais être un poète, quel poète choisirais-tu? Ah, c'est dur. Hein. Alors, pour la puissance, la force de l'écriture, pour moi, ce serait Victor Hugo. Pour la finesse et l'éternité de l'écriture, ce serait Aimé Césaire. Ok. Bon, super. Merci beaucoup pour ce petit portrait chinois qui nous a permis de te découvrir un petit peu différemment. On va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours? Aujourd'hui, tu veux dire quand je le regarde avec du recul? C'est ça? Ouais, avec un peu de recul, Qu'est-ce qui ouais. m'inspire? Il y a une sorte d'accomplissement, de choses qui ont été faites de leur mieux, et un sentiment quand même de ne pas avoir réussi à faire décoller ma musique, à l'emmener là où j'aurais aimé qu'elle résonne.
Donc il y a les deux. Il y a un sentiment, j'ai fait de mon mieux, il y a quelque chose d'accompli et de bouclé et qui se tient debout, voilà, de statuaire. Et en même temps, la statue est pas aussi grande que celle dont je rêvais. Je te dis rendre possible l'impossible. Est-ce que c'est une phrase qui fait écho à ton parcours? Non, non. Ce qui fait écho à mon parcours, c'est j'ai mis des actes au bout de mes peut-être. C'est plus ça, en fait, pour moi. Euh, L'impossible, pour moi, ça se pose pas, en fait. Donc, c'est un mot que j'utilise jamais, en fait. Ça se pose pas, l'impossible. Donc, comme ça se pose pas, je reste sur le possible et c'est plutôt les peut-être que je pourrais faire ça. Peut-être que c'est mettre des actes au bout de ces peut-être, en fait, pour que tout d'un coup, les peut-être ne deviennent plus des peut-être et deviennent des êtres. C'est intéressant ta démarche, parce que très souvent les gens se mettent des barrières pour accomplir des choses et du coup supprimer ce mot impossible et le rendre finalement en peut-être, je trouve ça très très intéressant. Ça permet de le construire dans sa tête et de se mettre en action pour essayer d'y aller, quoi. Ouais, puis le fait que ça existe déjà peut-être dans notre tête, fait que ça existe, en fait. Tout à fait, tout à fait. Puis du coup, ça permet de le visualiser. Ouais, À ça partir permet du de moment où on le le vit. visualiser, de le projeter, de le ressentir aussi. Parce que souvent, comme tu dis, les barrières, enfin, moi, les barrières que j'ai eues, j'en avais pas conscience, en fait. Elles étaient vraiment inconscientes. Elles étaient enfermées dans des peurs, dans des émotions, dans je dirais, c'est aussi microscopique que des cellules, en fait. Et ça a énormément de force et de puissance, comme les cellules, d'ailleurs, qui nous font vivre. Mais c'est tout petit aussi, et c'est pas forcément perceptible de barrière qu'on se met. Ok, allez, on va parler de mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, quelle serait ta définition à toi de ce mot? Alors pour moi, le mental, c'est une espèce de pyramide, hum, avec différentes couches qui font qu'on part du plus large et puis on va vers la pointe. Et donc c'est un ensemble de choses. Le mental, pour moi, c'est nos croyances, c'est nos valeurs, plus notre expérience, plus notre personnalité, et plus ce qui nous est inconnu. C'est tout ça, mis les uns sur les autres. Donc, euh, nos croyances, nos valeurs, notre expérience, et ensuite, la vie nous amène et notre réponse face à ça, ce que j'appelle l'inconnu. C'est tout ça qui fait pour moi le mental. Donc il y a ce que je crois, il y a ce en quoi ou ce à quoi je m'attache, mes valeurs. Il y a ce que la vie m'a montré, ce qu'elle a mis sur mon chemin pour que j'apprenne. Et puis ensuite, il y a le haut de la pyramide, le reste, ce qui nous appartient en moi, mais auquel on va faire face. Et c'est l'ensemble de tout ça qui, pour moi, fait le mental. Ok, ok. Et du coup, toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu te prépares mentalement quand tu as des événements à mettre en œuvre, tout ça? Est-ce que au quotidien, tu as des choses que tu mets en place? Est-ce que tu as comment dire, des pratiques, te préparer mentalement dans ton quotidien ou quand tu prépares des concerts ou des scènes? Alors, dans le quotidien, alors les jours où je vais pas travailler, je marche. Et quand je marche, c'est comme ça que je me prépare. Je suis dans une sorte de méditation. Je vais marcher à la campagne avec mon chien.
je suis dans le silence, ou j'essaye de l'être, ou en tout cas, me créer une forme de silence. Et puis je laisse toutes mes pensées sortir, les positives, les négatives, les questions que je me pose à moi-même. C'est comme ça que je fais un peu ma vidange et je me prépare à la journée qui va arriver. Voilà. Et ensuite, les jours où je travaille, quand je suis en voiture, je réfléchis et je demande à la vie qu'elle m'apporte une journée agréable. Donc je la remercie pour toutes les journées agréables que j'ai pu vivre. Et, et ensuite, pour les concerts, j'ai besoin d'un temps de silence, au moins une demi-heure avant le concert, où je me refais les morceaux dans ma bouche, en fait, assouplir mon articulation, et puis je me prépare à visualiser. Je me prépare à visualiser, comment je vais dire ça, comment ça va se dérouler, comment ça va commencer, que je voudrais offrir au public, et quelle forme va avoir le concert, comment je le projette dans ma tête. Je me fais mon match, entre guillemets. Ok, bah tu visualises ce que tu as envie de réaliser, quoi, en gros. Ouais, je visualise comment j'aimerais que ça se réalise. Et ça marche, hein, ça marche. Ok. Parce que souvent, quand je suis fatigué, quand je suis pas forcément bien, je visualise pas le max, et c'est ce qui se passe en vrai. Il se passe pas le max sur la scène. On parle souvent de confiance en soi. Comment elle s'est bâtie, la tienne, de confiance? Elle s'est bâtie petit à petit. Alors, je dirais que j'en avais très peu, mais j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que j'aimais. Donc d'abord, je dirais qu'elle va naître dans le fait qu'on apprenne à se connaître. Et très tôt, j'ai aimé l'écriture, et ça a été, j'ai trouvé très tôt en fait ce que j'aimais profondément. Et il y a des gens qui vont mettre beaucoup de temps dans leur vie avant de trouver, parce qu'ils aiment plein de choses, etc. Moi, j'ai vibré très tôt avec l'écriture, et ça m'a permis d'apprendre à me connaître peut-être un peu plus tôt que d'autres autour de moi. Et ça a scellé un premier rail, en fait, dans ma trajectoire. Ensuite, ça a été ma capacité à écouter. Écouter les gens que j'ai rencontrés dans mon chemin de vie, dès l'enfance, et à essayer de prendre ce qu'ils me donnaient. C'était très inconscient, mais ça a forgé ma confiance, parce que ça a nourri mon intuition. Et, et, et puis ensuite, la dernière chose qui a scellé ma confiance, je dirais, c'est euh, ma capacité à, à ne pas renoncer. Continue, c'est peut-être pas encore ça, c'est peut-être pas bien, on te reproche des choses, mais tant que tu sens que c'est juste et que c'est là où est ta place, continue. Il y a forcément d'autres portes qui s'ouvriront, et si la vie t'indique que c'est pas le bon chemin, tu sauras que c'est pas le bon chemin, et puis tu referas une ouverture, tu prendras un virage et tu reviendras à zéro. Donc, je crois que ma capacité à toujours continuer à faire, malgré tout, ça a nourri la confiance que j'avais en moi, et ça m'a permis de faire tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Alors, pour moi-même, pas trop. Bon, ça compte, hein, le regard des autres, mais je crois que je suis rendu à un moment de mon cheminement, de ma vie, où ça n'a pas d'importance tant sur comment je m'habille que sur tel ou tel morceau que je vais faire. Par contre, ça a de l'importance dans ce que je vois autour de moi dans mon travail. Alors, dans la musique un peu, mais surtout dans mon travail de pédagogue, à quel point ça encamisole
les jeunes que j'ai avec moi en atelier, et puis pas que les jeunes, les adultes aussi. Et c'est la peur, en fait. C'est le regard des autres et la peur associée, et d'autres peurs associées. Toutes les peurs qu'on manque de quelque chose, la peur de blesser quelqu'un, la peur d'être jugé, la peur et tout ça, c'est ce dont je peux être témoin dans mon travail. Mais pour moi-même, non, le regard des autres, on va dire, m'impacte moins. Il a de l'importance, il est là et j'en tiens compte. Mais en réalité, ça m'impacte beaucoup moins sur mes choix, sur ce que j'ai envie de faire. Tu parles de ton travail de pédagogue. Tu peux préciser un petit peu pour les auditeurs parce que voilà, du coup, tu crées des spectacles, t'écris, t'as des albums et tout, donc tu fais ta musique, mais je crois que t'es aussi dans une dimension de transmission qui est importante et que pas tout le monde connaît peut-être. Donc, tu peux nous en dire un petit mot? Bien sûr, bien sûr. Donc moi, je suis intervenant artistique, je fais des ateliers d'écriture et d'oralité en slam, en rap, avec plein de jeunes dans des structures très différentes qui vont au niveau de l'éducation nationale, en passant par l'extrascolaire, les centres de loisirs, etc., les publics protégés, les handicapés, les publics protection judiciaire de la jeunesse, jusqu'aux maisons d'arrêt. Voilà, je balaye un public très large, souvent des ados et des grands et des jeunes adultes. Et, auprès d'eux, j'essaye alors transmission oui, mais surtout partage. Partager des mots, se rabibocher, redevenir ami avec les mots, être en mesure de pouvoir lâcher des choses par ce super vecteur, cet outil, ce sac de frappe que peut être les mots, parce que les mots peuvent tout accueillir. Pour moi, ça désamorce énormément de nos tensions cellulaires et de nos peurs cellulaires. Ces peurs qu'on ne perçoit pas forcément, mais qui en fait sont vraiment là et pèsent énormément sur nous, mais dont on n'a pas forcément conscience. À travers les mots, on peut laisser ce flux sortir et en plus le faire sortir de manière artistique, c'est-à-dire avec du beau, en fait. Et pas juste cracher sa colère ou cracher son sentiment d'injustice ou cracher ses névroses ou ses chagrins comme ça. Non, c'est dans une pièce qui est artistique et pour le coup, eh ben, ça devient un champ du possible très large en fait. Et chacun y met de ce qu'il veut, de ce qu'il est, de là où il en est, de ce qu'il ose dire, de ce qu'il n'osait pas forcément dire. Et je fais en sorte de les accompagner pour que ça remonte à la surface et puis qu'après ils puissent regarder ça avec du recul, avec de l'amour, avec de l'indulgence par rapport à qui ils sont au moment où on se rencontre. En gros, c'est poser des mots sur des mots. Oui, on pourrait le dire comme ça. Poser des mots sur des mots, mais c'est pas forcément que des mots MAUX. Ça peut être poser des mots sur des mots MOTS, ça peut être poser des mots sur des émotions, poser des mots sur des rêves, poser des mots sur du soi, en fait. C'est un peu tout ça. Il n'y a pas que du négatif. Il y a énormément de positif, mais on a tendance à pas trouver le chemin pour pouvoir exprimer ça. C'est une vraie thérapie finalement. Alors ça peut, L'écriture. ouais. En tout cas pour moi ça l'a été. Je pense que pour d'autres ça l'est aussi. En tout cas je sais pas si c'est une thérapie, mais ça peut faire partie des choses qui nous font du bien. Enfin, ça fait du bien quoi. Ouais. Et c'est important de se faire du bien. Voilà. Moi, quand je vais marcher avec mon chien ou avec des amis ou avec ma femme, même seul, je m'autorise à faire quelque chose qui me fait du bien. Voilà. Ok. On va parler de motivation. Ouais. Comment tu fais toi pour alimenter ta motivation quotidienne à créer ta musique, à continuer à faire des albums? Tu nous as dit que c'était pas évident de percer dans la musique et que du coup on sait que t'es percé. Ouais. Alors, je crois que cette motivation, elle est liée au besoin de donner.
Donc j'ai besoin de donner mes œuvres, j'ai besoin de les faire naître, et donc ça me motive. C'est-à-dire que j'ai plus besoin qu'il y ait quelque chose en retour. C'est du don. Je donne ces chansons parce que c'est une partie de moi et c'est une manière de donner au monde et de nourrir une énergie positive pour le monde. Et quels que soient les sujets que je traite, hein, des plus sombres aux plus lumineux. Et ce don, c'est vraiment ma motivation. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas quelque chose à prendre, il n'y a pas quelque chose à recevoir. J'ai le plaisir de donner. Après, il y a des gens qui prennent et d'autres qui prennent pas, et c'est très bien. Et c'est juste pour moi. Voilà, c'est quelque chose où je me rends justice, euh, c'est juste pour moi, et je le fais parce que c'est ma manière de vibrer. Et donc j'ai pas besoin de me motiver en disant ouais vas-y, de me stimuler le matin. J'ai envie, et parfois j'ai la flemme, je fais pas. Et parfois j'ai pas la flemme, j'ai envie. Parfois je me réveille, et je m'impose une gymnastique de réveil à l'aube pour écrire, pour être dans une dynamique d'écriture, mais comme un sportif pourrait le faire. Et parce que tout simplement, ça ne m'est pas pénible, ça ne m'est pas inconfortable de me lever à 4 heures du matin et d'écrire. C'est un moment pour moi. Et si en plus ça me permet d'offrir quelque chose au monde, et ben tant mieux, j'ai pas besoin d'être plus motivé que ça. Ouais. Alors, alors la pression, alors c'est effectivement, avant chaque concert, il y a une forme de pression. Et donc, eh ben, je dépressurise dans la demi-heure avant. Je m'isole, je bois, je peux faire des pompes un petit peu, je peux encore une fois répéter mes textes dans ma bouche pour que ma bouche retrouve sa mémoire mécanique pour les morceaux. Je me nourris de l'idée, alors mentalement, que j'ai envie de donner quelque chose aux gens, j'ai envie de donner mes textes en fait, qu'ils comprennent mes messages. J'ai besoin de leur dire quelque chose. Ça m'aide beaucoup. Et puis après, la dernière idée, j'accueille ce qui va se passer. Et il peut se passer une coupure d'électricité, un problème de micro, quelqu'un qui réagit mal dans le public. J'essaie d'accueillir ce qui n'est pas encore là et qui va peut-être se passer, pour rester ouvert à tout ça. Et ça me dépressurise en fait. Ça me dépressurise. Donc ça c'est pour les concerts. Pour les ateliers, alors ça dépend. Quand je vais voir des publics qui sont difficiles, alors, les jeunes délinquants par exemple, j'ai quand même un petit peu une certaine appréhension de qu'on s'accroche, qu'on soit pas en accord parce qu'ils sont pas prêts, parce que il y a un rapport de force souvent qui s'installe. Ils ont besoin de me valider entre guillemets pour pouvoir entrer dans le chemin que je leur propose. Et donc je demande, en ressentant cette pression, je demande que tout aille bien, qu'ils soient dans une bonne vibration, qu'ils soient ouverts et que je sois dans une bonne vibration parce qu'ils vont réagir en vibration jumelle à la mienne. Donc si j'arrive de mauvaise humeur, tendue, ils vont le sentir, et ils vont réagir de la même manière. Et donc je me dis qu'il faut que je sois pleinement ouvert et en mesure d'absorber, et puis que cette pression, elle est pas mauvaise, c'est l'envie de bien faire. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'essaye de gérer la pression. C'est toujours très mental avec moi, et c'est pas forcément très, très physique. Je n'ai pas besoin de défouloir physiquement. Euh, j'ouvre, je m'ouvre mentalement, et puis j'essaie d'accueillir ce qui est là, en fait. Ouais, complètement. Je l'ai fait passer, entre guillemets, je l'ai fait passer du disque dur à l'imprimante. Le disque dur, c'est le cerveau. L'imprimante, c'est ma mâchoire. Bien sûr, bien sûr. Tout mon corps a une mémoire, en fait. Tout ton corps a une mémoire de l'œuvre que tu crées, et ça se ressent énormément chez un danseur. Et sauf que moi, il ne s'agit pas de l'ensemble du corps, de la danse, mais
Il s'agit de la danse de ma bouche. Et en fait, j'ai besoin qu'elle se reconnecte aux chansons et qu'elle retrouve la fluidité nécessaire pour tu vois, pour pratiquer mon art. Un peu comme quelqu'un fait des katas, qui est une forme de combat, en fait, de mise en combat sans adversaire, où voilà, t'es comme si tu étais face à, et tu dois retrouver une espèce de fluidité et de mécanique. Bah, moi, c'est un peu la même chose au niveau de ma mâchoire. J'ai besoin qu'elle se délie et qu'elle connaisse un peu, entre guillemets, sa partition. Mais c'est vraiment que de la mécanique articulatoire. Il y a pas de, je fais pas de son. Je ne chante pas à voix haute. Je ne fais pas tu sais, d'échauffement vocal, des cordes vocales et tout. Non, et juste, je broie mes syllabes et je remâche mes mots parce que bah, la mâchoire, comme tout le reste du corps, c'est une ossature avec une musculature et j'ai besoin d'assouplir tout ça, quoi. Ok, bah c'est vraiment super là tout ce que tu viens de nous dire, notamment avec la mémoire mécanique de la bouche. Alors je connaissais ça moi par rapport à l'apprentissage dans le sport des gestes biomécaniques, mais du coup j'avais jamais réalisé que ça pouvait se faire bah, du coup dans le monde artistique et notamment de la chanson. Bah, du coup merci, merci ça m'a permis en tout cas d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui grâce à ce podcast. Toujours intéressant. Euh, on va aborder la concentration. Quand on fait un concert, moi c'est toujours quelque chose qui me fascine. Comment vous faites les artistes, les chanteurs pour optimiser votre concentration et être capable de chanter toute une série de chansons, de textes? Ça demande énormément de concentration et de mémoire. Comment toi tu t'y prends? Bah, écoute, alors c'est vrai que ça demande une grosse énergie cérébrale, effectivement, surtout de pas se tromper. Parce que moi, tu vois, je chante au moins 15 morceaux sur scène. Mais après, je te dirais que chaque morceau, c'est un peu le prolongement de moi. Donc, euh, si on me demandait de décrire mes doigts, je pense que les yeux fermés, je pourrais te dire à peu près comment sont mes doigts. Et ben c'est pareil pour une chanson. Les yeux fermés, je pense que je peux redonner le corps, l'architecture de la chanson. Peut-être pas tous les détails, mais je connais un peu le déroulé de ma chanson. Après, pour ne pas perdre le texte, et ben là, ça demande énormément de concentration. Parce qu'il se passe plein de choses dans un public. Les réactions des gens, un téléphone qui sonne, quelqu'un qui rentre dans la salle, par exemple, ou une, une avarie technique. Et ça, sont des choses qui viennent couper en fait le fil de ta concentration. Et tu peux parfois te dire, merde, est-ce que j'en étais? Mais le format d'une chanson, c'est 3 minutes, 5 minutes max pour les plus longues. Ça demande, je pense, d'être dans la chanson. Il faut être dedans et ne pas se laisser perturber par ce qui vient de l'extérieur. Donc, euh, il y a une manière de plonger en soi, d'entrer en fait dans la chanson. Et nous, on devient l'outil d'interprétation de cette plongée en soi. Tu vois ce que je veux dire? Je Tout sais pas à si c'est fait, clair. tout à fait. Si, c'est tout à fait clair. Mais du Et coup, je te dis, moi, j'ai toujours été fasciné par ça, en fait, par mais c'est vrai enchaîner qu'il les y a chansons, gérer le des, public. ouais, c'est vrai il y a plein de choses à gérer, tu vois, et tu peux pas être que dans la chanson les yeux fermés pendant 1 heure parce que ça veut dire que t'es dans le soi, t'es dans l'entre-soi et donc tu donnes plus, tu partages plus en fait. Et t'as plusieurs types d'artistes, t'as des artistes qui sont dans le regardez-moi comme je fais bien. Et, et pour le coup, bah, ils sont dans leurs morceaux et ils les interprètent bien, mais il n'y a pas de partage, il y a pas quelque chose qui est donné, qui est offert. Si ce n'est le spectacle 2. Moi, je suis pas dans le spectacle 2, je suis dans... Je donne mes chansons à travers un spectacle et le message. Et je vais rebondir en te disant une phrase que je garde en mémoire depuis longtemps, dans le premier album d'Abdel Malik.
Il commence un de ces morceaux dont j'ai oublié le titre par une phrase d'un soufi qui dit quand on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir. Quand on fait quelque chose, il s'agit d'y entrer. Et pour moi, ça résume exactement ce qui se passe dans un morceau. Il faut y entrer et en même temps, il faut en sortir pour être dans le don aux autres. Et inversement, il faut vraiment en sortir pour pouvoir y entrer. Et ça peut paraître un peu bizarre, même contradictoire, mais il y a cette espèce d'aller-retour entre on donne et on est, et en même temps, on, on sort et on est. Donc on donne et on est, et on sort et on est. Et il y a ce truc-là, et c'est une forme d'extrême concentration qui nous permet d'atteindre ça, c'est-à-dire d'être dans un morceau et en même temps d'être pleinement avec ses musiciens et d'être pleinement sur une scène avec les déplacements qui sont prévus, la lumière qui est prévue, les effets dans les voix qui sont prévus. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à gérer, donc ça demande d'être profondément dedans et profondément hors de ça aussi. Allez, une petite dernière, et elle va parler, en tout cas, d'une thématique que j'aime bien, c'est la détermination, cette capacité à ne jamais rien lâcher. Très souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Et je voulais savoir qu'est-ce que toi tu en pensais. Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce que ça veut dire ne rien lâcher. Est-ce que c'est, tu vois, mordre, on va dire comme le pitbull qui est accroché à la corde et qui est dans un truc où tu vois, il tire de toute la force de son cou et de sa mâchoire sur le bout de corde parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué pour, tu vois. Est-ce que c'est ça? Et pour moi, eh ben, c'est pas ça. Et je dirais que, à l'inverse, pour moi, je te dirais qu'il faut absolument tout lâcher. Il faut vraiment lâcher. Et j'aime bien suivre un spécialiste d'arts martiaux qui s'appelle DKU, donc DKYOO. Et c'est un mec qui est super fort et qui parle donc il a une vraie puissance, une vraie rapidité. Et il est formateur pour les forces spéciales coréennes. Tu vois. C'est vraiment un mec qui est vraiment très fort. Et quand tu le vois travailler, eh ben, il explique que la force, elle vient aussi de la souplesse du relâchement, du lâcher prise, de lâcher des choses tout en gardant en fait dans ce lâcher la puissance nécessaire pour se défendre, pour porter un coup. Et pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu, je ne m'accroche pas à des choses, je suis accroché à ces choses-là. Je ne m'y accroche pas pour ne pas dépenser toutes mes forces. J'y suis accroché parce que c'est le choix que j'ai fait dans la musique. Donc je suis accroché à, on va dire à cette branche sur la falaise. Mais je ne m'y accroche pas de toutes mes forces pour pas qu'elle casse. J'y suis accroché, c'est un fait. Et maintenant, dans la souplesse de mon relâchement, de mon lâcher prise, j'essaie de continuer à être à cet endroit-là parce que j'ai fait le choix d'épouser la musique. Et pour moi, ce sont deux choses différentes. Je pense que à s'accrocher et à ne rien lâcher, entre guillemets, je pense qu'on s'épuise et puis qu'on souffre. Tandis que euh, apprendre à se connaître, savoir quelles sont nos forces, euh, pourquoi on est là, pourquoi on fait encore ça, pour moi, les réponses à ces questions sont dans le fait qu'on lâche prise, en fait, qu'on se relâche totalement. Et pas qu'on devient mou, hein. C'est juste qu'on est toujours accroché. Mais les forces qui sont en jeu ne nous font plus souffrir. On se connaît, on sait de quoi on est capable, on sait qu'est-ce qui nous a conduit là. On trouve de l'amour dans le fait d'être à cette place-là de notre vie. Mais on s'accroche pas ni à des rêves, ni à des illusions, ni à des chimères, ni à son ego. On est juste en pleine puissance parce qu'on est totalement relâché. Ok,
Écoute, merci beaucoup pour, en tout cas, ta vision sur le relâchement et sur le lâcher prise pour, du coup, avoir une force mentale. C'est la fin du podcast et comme le veut la tradition, j'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité pour s'exprimer sur un sujet dont il a envie de parler, qu'il aimerait partager avec les auditeurs. Si potentiellement tu as je sais pas, bon, si tu as quelque chose à annoncer en lien avec, avec ton activité musicale, et puis surtout, où est-ce qu'on peut aller écouter ta musique? C'est aussi important. Donc, où est-ce qu'on peut t'écouter? Où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de prendre attache avec toi aussi? Écoute, alors, je vais commencer par d'abord où est-ce qu'on peut se mettre en lien avec moi, écouter ma musique, essayer de la comprendre, se connecter à elle. Donc il y a YouTube. Donc vous pouvez taper Lomé sur YouTube, Lhome, avec l'accent. Vous allez trouver des propositions. Moi, je dirais d'aller sur la chaîne directement de Lomé, puis de regarder ce qu'il y a, de voir un ou deux clips à partir de l'image qui vous parle, et puis de vous mettre dedans et d'écouter des morceaux. J'ai mis beaucoup de morceaux de moi. J'ai pas tout mis, mais j'ai mis beaucoup d'œuvres. Il y a de quoi se prendre quelques heures d'écoute. Hum, Ensuite sur Instagram, lomé.officiel. Sur Facebook aussi, on peut me retrouver. On peut m'y écrire. Je suis derrière ces réseaux-là, donc je répondrai, c'est moi qui répondrai directement. Euh, le dernier point, ce que j'aimerais partager avec les gens, c'est une réflexion que j'ai eue. Alors, je trouve que la vie est souvent miraculeuse. Elle nous ramène à des points essentiels, on reconnecte à des gens qui sont essentiels, qui ont été importants dans notre chemin. Et ça m'est arrivé il y a 2 jours, quelqu'un avec qui j'avais plus de contact depuis très longtemps a repris contact avec moi. Ça devait faire 15 ans qu'on ne s'était pas écrit. Et puis on discutait, et puis cette personne est tourmentée, elle est dans des choses du passé. Et, euh, et ça me fait réfléchir sur la notion de paix, de notre paix intérieure en fait. Qu'est-ce qui nous amène de la paix intérieure? Est-ce que c'est pas la chose la plus importante aujourd'hui? Être en paix intérieure, parce que c'est ce qui nous permet de nous reconnecter à la joie, à ce qui est naturel. Quand je regarde les animaux être, je me dis qu'il y a quelque chose de naturel que peut-être en nous. Et donc j'inviterais à réfléchir sur cette notion du mental, mais aussi de tout ce qui nous conduit, tout ce qui nourrit notre paix. Le fait d'être, je sais pas, de se lever, d'être en paix. Malgré tout ce qui se passe de négatif dans le monde, d'être en paix avec soi, d'être en paix avec les autres. Je terminerai là-dessus parce que je crois que c'est la prochaine étape de, de mon parcours, en fait. Peut-être que ça passera par le fait de trier dans la musique. Qu'est-ce qui m'apporte de la paix aujourd'hui et qu'est-ce qui m'en apporte pas? Voilà. Bah écoute, super. En tout cas, c'est vrai que c'est important d'être en paix intérieure. Ça permet de voir la vie d'une autre manière, c'est sûr, sans colère et en Ouais, bien étant sûr. aligné avec les belles choses. Ouais, et puis ne pas se faire souffrir pour des gens, pour des, des ambitions, des objectifs professionnels. En fait, ne pas se faire souffrir en fait de ça. Parce que même avec les gens qu'on aime, hein, même dans notre couple, c'est vraiment important d'avoir un moment où on met ses propres pendules à l'heure et on laisse l'autre se débrouiller avec ses propres pendules. Ok, Bon, c'est comme ça bah que je ça le sera le vois. mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Et bah Parfait. écoute, merci beaucoup Lomé pour ton temps, pour en tout cas cette riche interview que j'ai beaucoup appréciée. Et puis écoute, je te souhaite une bonne continuation. Je sais que tu as un album en préparation et qui sortira courant du mois de mars, d'après ce que tu m'as dit. Ouais, Et bah écoute, exactement. en tout cas, Voilà, on sera là pour aller l'écouter et puis pour le promouvoir aussi de mon côté quand il sortira. Merci beaucoup et je te dis avec, écoute avec. à très vite et puis très belle continuation à toi. Merci Sébastien, et puis merci à tous, hein, à ceux qui ont pris le temps d'aller jusqu'à ce moment-là du podcast. Et puis
au plaisir de vous retrouver, de te retrouver, Sébastien, peut-être justement autour de la sortie du disque. J'aurais sans doute d'autres choses à te dire sur le mental. En attendant, merci pour m'avoir ouvert ton micro et ton écoute. Et puis, prends soin de toi. C'est toujours la meilleure façon d'être au monde. Et puis, on se dit à bientôt. À très bientôt et merci beaucoup. Je t'en prie. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.